14e édition d'Officine Expo, avec une journée principalement consacrée aux maladies chroniques, pour les confrères qui étaient là. Il y a plusieurs aspects ce matin qui ont été évoqués. Et nous continuons cet après-midi toujours sur les maladies chroniques, et on va principalement parler des facteurs de risque. Alors, juste un rappel, les maladies chroniques, selon l'OMS, constituent autour de 63% de mortalité, donc c'est la première cause de mortalité. Et au Maroc, eh bien, ce fléau aussi est très très important, puisque les chiffres vont même au-delà de 63%. Donc, je suis désolée. Non. Alors, en fait, au Maroc, nous sommes dans une triple transition. Une transition épidémiologique, puisque nous avons toujours des maladies infectieuses, certes en baisse par rapport à il y a quelques années, mais qui existent toujours. Et à cela s'ajoutent les maladies dites de civilisation, les maladies chroniques. Une transition aussi démographique, puisque même en étant un pays jeune, on prévoit pour 2050 d'avoir autour de 15% de personnes qui auront plus de 65 ans. Et une transition aussi nutritionnelle et comportementale, parce que nos habitudes de vie ont changé ces dernières décennies. Alors, quelques chiffres concernant les maladies chroniques au Maroc. Vous allez voir qu'ils sont quand même alarmants, puisque nous avons 32% d'HTA, 32% de surpoids, nous avons 29% d'hypercholestérolémie, et nous avons 7% de diabète et 18% d'obésité. C'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Évidemment, la médecine préventive, la prévention. La prévention primaire, alors, c'est essayer de se maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Et une prévention secondaire, c'est celle d'améliorer au maximum la qualité de vie des patients atteints de ces pathologies. Et même en agissant sur les facteurs de risque, on peut même, dans certains cas, améliorer l'état de ces pathologies. Je pense notamment au prédiabète, ou bien diminuer les chiffres tensionnels, ou augmenter le HDL, c'est-à-dire le bon cholestérol. Alors, les facteurs de risque, par l'OMS, il y a principalement 4 facteurs de risque qui sont retenus, qui sont le tabac, l'abus d'alcool, la nutrition mal adaptée, et puis, bien sûr, le manque d'activité physique. À cela s'ajoute le stress, aussi bien le stress psychologique qu'environnemental, avec les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds. Et en fait, ce qui est important de savoir au niveau de ces facteurs de risque, c'est qu'ils sont modifiables. Ça, c'est la bonne nouvelle, ils sont modifiables. Mais il faut quand même retenir une chose, c'est que ces facteurs de risque ne sont pas additifs, mais ils sont multiplicatifs. C'est-à-dire que si nous avons, par exemple, un problème de mauvaise alimentation et en même temps un manque d'exercice physique, le risque d'avoir une pathologie ne se limite pas à 2, il peut passer voire à 5 ou 6. D'où l'importance de contrôler ces facteurs de risque. Alors, nous, cet après-midi, nous allons nous consacrer davantage à 2 de ces facteurs qui sont très importants, qui sont la nutrition et et l'activité physique. Le premier thème que nous allons aborder concerne l'alimentation. Et au Maroc, eh bien, nous mangeons trop et nous mangeons mal, puisque notre assiette calorique est passée en 50 ans, c'est-à-dire de 1961 à 2011, de 2000 calories à plus de 3300 calories, ce qui est énorme. Mais malheureusement, la qualité nutritionnelle n'a pas suivi, puisque nos nutriments aujourd'hui ont une carence au niveau des vitamines, au niveau des oligo-éléments. Alors évidemment, notre alimentation est trop riche en sucre, en sel, en graisses saturées. Et là, bien sûr, le rôle de l'industrie alimentaire et des publicités n'est pas à négliger.
Alors, pour nous parler de l'impact de l'alimentation sur les maladies chroniques, les états de lieu et les controverses scientifiques, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui Madame le professeur Amina Barakat, qui est médecin, nutritionniste, pédiatre, chef de service de médecine et de réanimation néonatale au CHU de Rabat, et qui va donc nous parler de ce premier thème. Ensuite, nous allons parler d'activité physique. Alors, l'activité physique, là, toutes les recommandations sont unanimes, toutes les publications. L'activité physique est régulière et recommandée, aussi bien en prévention qu'en accompagnement. Et un chiffre qui va vous interpeller, c'est qu'au Maroc, il y a plus de 78% de la population qui ne pratique pas d'activité physique régulière, donc encore plus qu'en France par exemple, c'est-à-dire un minimum de 3 heures par semaine. Alors, en ce qui concerne l'activité physique, c'est de se poser la question, oui, l'activité physique, mais quelle activité pour quelle prévention? Et pour nous répondre à cette question, nous avons avec nous monsieur le docteur Jean-Luc Grillon, qui vient de France, de Dijon, et qui est médecin, nutritionniste, spécialiste en médecine du sport, un grand passionné de médecine du sport, et qui est auteur de nombreuses publications et d'ouvrages dans ce domaine et dans le domaine du diabète, et qui est médecin conseiller de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté. Donc il va nous répondre à cette question. En troisième lieu, eh bien, la prévention, il faudrait peut-être y penser encore plus tôt, c'est-à-dire dès la conception, pendant la grossesse et même à l'accouchement et pendant les premières années de vie, et d'où l'importance des 1000 premiers jours dont va nous parler Madame le professeur Nzha Mouhen, qui est pédiatre, nutritionniste, ancienne directrice du CHU de Rabat, qui est chef de service de gastro-entérologie et d'hépatologie et de nutrition, donc Rabat au CHU de Rabat. Donc Rabat est vraiment à l'honneur aujourd'hui, et nous vous en remercions. Et enfin, on va terminer sur une quatrième intervention. Le rôle du pharmacien, parce que quand même, à l'unanimité, tous les professionnels de santé sont là pour le dire, nous restons l'acteur incontournable, nous avons un rôle crucial à jouer, et de profiter d'avoir M. Jean-Luc Grillon avec nous pour nous faire part d'une expérimentation sur l'éducation thérapeutique du patient sédentaire et ou insuffisamment actif, de voir ce qui se passe. C'est une expérimentation qui est faite en Champagne-Ardenne et en Bourgogne-Franche-Comté. Et à travers, il va bien nous montrer les rôles du pharmacien et peut-être retenir quelques éléments dont on pourrait s'inspirer pour nous ici au Maroc. Alors, comme vous voyez, un après-midi très intéressante, et nous allons sans plus tarder commencer avec Madame le professeur Amina Barakat sur l'impact de l'alimentation sur les maladies chroniques, état des lieux et controverses. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Je vous remercie pour cette introduction qui va nous faciliter tous énormément la tâche. Vous avez raison, nous sommes deux pédiatres. Il y a quelqu'un qui a dit très longtemps, le pédiatre devrait avoir un regard sur ce qui se passe à l'âge adulte. Et ce n'est pas pour rien qu'on s'occupe de la santé et de la nutrition, parce qu'on est convaincu qu'on peut faire énormément de choses dès le bas âge pour la prévention. Et là, Madame le professeur Mouhen va vous régaler par une présentation dans ce sens. Et donc, on m'a demandé de parler de l'impact de l'alimentation, de la nutrition sur les maladies chroniques. Je ne vais peut-être rien vous apprendre, mais j'aimerais échanger avec vous certaines idées, certains messages, et surtout, j'aimerais vous faire part de certaines données marocaines qui sont alarmantes, et pour les Marocains que nous sommes dans la salle, pour les collègues provenant des pays amis, ça va susciter certainement beaucoup de discussions. Et donc, voici le plan que je vais partager avec vous pendant une vingtaine de minutes. Et donc, je m'excuse, j'aurai à survoler certains slides pour être dans le timing, parce que Selma est très rigolo, est très stricte sur le timing. Elle nous dit 20 minutes, un petit peu 23.
mais pas 25. Et donc, on va essayer de respecter. On peut. Alors, les maladies chroniques, un problème mondial. Il y a entre alimentation et maladies chroniques quelques évidences, les pistes de prévention nutritionnelle et les recommandations. Et puis, je vais dire seulement quelques mots des controverses, parce que si je voulais parler des controverses, et j'en parlais avec mes collègues tout à l'heure, on prendra peut-être l'après-midi à parler, sans peut-être trancher, parce qu'il y aurait dans la salle la moitié qui serait pour, la moitié qui serait contre, pour beaucoup de thématiques, et vous le savez très bien. Alors déjà, des siècles auparavant, Hippocrate avait dit que ton aliment soit ta médecine. Et c'est ce dont parlait Selma tout à l'heure. Aujourd'hui, on le sait, l'alimentation est pour beaucoup pour la santé. Mais nous allons le voir. S'il y a une prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur la santé, si on parle aujourd'hui d'une dimension de prévention nutritionnelle, ce n'est pas parce que le nutriment, dans la majorité des cas, est coupable, mais parce que nos actes et notre façon de faire et notre façon d'agir face à ce nutriment est, dans la majorité des cas, pas correcte. Et ce sont les éléments sur lesquels on va échanger. Et donc, la menace que représentent les maladies non transmissibles en termes de morbidité et de mortalité constitue un véritable défi pour le siècle que nous vivons. Et nous sommes tous obligés, tous secteurs confondus, de mettre main dans la main afin de réagir, afin d'agir, afin de faire des actions concrètes vis-à-vis de nos concitoyens pour limiter ce fléau qui est malheureusement mondial. Et vous voyez, il y a des millions de patients qui décèdent chaque année de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer, d'obésité, qui malheureusement ne se limitent plus à l'âge adulte. De plus en plus d'enfants sont obèses. Et même des enfants en très bas âge, les moins de 5 ans, commencent à faire des rebonds d'adéposité à des âges inhabituels. Et c'est alarmant et c'est inquiétant. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde, il y a une augmentation qui est prévue, si on ne fait rien, dans les 10 années à venir, de 17% dans le monde entier. Mais si on s'intéresse à nos pays respectifs du Maghreb et certains pays de la Méditerranée, on se rend compte que si on ne fait rien, l'augmentation va être encore beaucoup plus importante que dans les pays développés parce que nous avons hérité le mode occidental en matière de comportement, mais sans qu'on hérite toutes les actions nécessaires pour pouvoir pallier au dysfonctionnement dans ce sens. Et lorsqu'on voit, et c'est ce que disait Selma également, regarder le taux de mortalité par maladie chronique non transmissible au Maroc, c'est 75%. Vous imaginez le taux de décès prématuré occasionné par un diabète, un cancer ou une HTA, c'est énorme et on devrait tous réagir et faire quelque chose. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le centre de santé où se fait le suivi de ces pathologies, il y a une croissance phénoménale, chaque année de nouveaux cas qu'on dépiste, et Dieu sait qu'on ne les dépiste pas tous encore, qu'on ne fait pas encore de dépistage suffisamment, et certainement, ce n'est que la partie émergente de l'iceberg, il y a certainement davantage de cas qui méritent à être dépistés. Et là, je vais rapidement passer sur cette slide. C'est une slide qui un petit peu compare ce qui se passe au Maroc par rapport à ce qui se passe dans le monde, et nous voyons bien qu'il s'agisse d'HTA, qu'il s'agisse de diabète, qu'il s'agisse d'hypercholestérolémie, nous avons des chiffres aussi bien chez les hommes que chez les femmes qui sont inquiétants, alarmants, et les chiffres par rapport à ce qui se passe dans le monde ne sont pas mieux, mais parfois sont même beaucoup plus inquiétants et méritent bien à ce qu'on réagisse. Alors oui, les maladies chroniques, souvent multifactorielles, et la Selma le disait très bien, génétiques, facteurs hormonaux, immunitaires, mais on sait bien que dans les facteurs de l'environnement, la nutrition, la mauvaise nutrition, la nutrition malsaine y est pour beaucoup. Et malheureusement, lorsqu'on prend une mauvaise habitude donnée, tabac, alcool, alimentation et sédentarité, on voit bien que ça peut générer beaucoup de morbidité chronique, et souvent ce sont des facteurs qui interagissent. Un état en soi-même n'est pas à lui seul responsable de la genèse d'une pathologie ou d'un état pathologique. C'est la convergence et la coexistence de plusieurs facteurs de mauvaises habitudes alimentaires, de sédentarité, de tabagisme, qui vont
interagir, peut entraîner des états morbides. Ceci est également visible et dans ces cas, dans ces situations d'état morbide, de pathologie cardiovasculaire, de diabète, de cancer, nous voyons bien que l'alimentation, la mauvaise alimentation est au cœur de l'action. Que se passe-t-il au Maroc ? Les Marocains dans la salle ont bien entendu, ils n'ont pas connu heureusement, mais ils ont bien entendu parler de ce qu'on appelle Am el-Boun. Pour les non-marocains, ce sont les années de grande pénurie nutritionnelle dans le pays où il n'y avait pas assez d'aliments pour alimenter tous les Marocains. Et bien, nous sommes passés des années où il y avait la grande pénurie aux années actuelles où il y a de l'abondance, il y a de la satisfaction de besoins physiologiques carrément de la majorité de nos concitoyens. Mais à côté de l'abondance, il y a également une grande panoplie de propositions pour lesquelles on devrait faire des choix. Mais nos concitoyens sont-ils assez éclairés pour faire les bons choix ? Et c'est les grandes questions qu'on devrait se poser. Sont-ils guidés ? Qu'est-ce qu'on fait nous tous, médecins, pharmaciens, pour les aider à faire les bons choix nutritionnels ? Et donc, nous sommes partis d'une alimentation traditionnelle à une alimentation très riche et variée. Et à côté de ça, on a vécu toutes les grandes transitions. Et seulement on parlait également épidémiologique, économique, écologique. Et donc, de la misère, on est dans la grande abondance, mais malheureusement, non pas outillés pour qu'on puisse faire face à tous les risques que ça peut générer. Et la grande problématique que vit la nutrition dans notre pays, et c'est valable dans beaucoup de pays, c'est que la vision du problème est complètement fragmentaire. Lorsqu'on voit un éléphant, chacun va le considérer de l'angle duquel il le voit. Quelques-uns le verront comme un arbre, d'autres ne verront que la lance, etc. Mais en réalité, peu vont voir l'image dans sa globalité pour pouvoir mettre les noms sur les mots. Et c'est ça vraiment la grande problématique de la nutrition. Chacun la voit de son angle. Il est rare qu'on se mette tous venant de divers horizons pour parler des vraies problématiques et mettre le doigt sur les vrais problèmes. Et ceci va nous amener à finalement nous poser la question, quel est le lien entre les maladies chroniques et l'alimentation ? Au Maroc, on parle bien. Vous connaissez tous ce fameux film qui parlait du sel et du sucre. Mais en réalité, jusqu'à où on connaît réellement qu'il y a un lien entre manger exagérément de sucre, de sel ou de mauvais gras et état de santé, c'est ça la question. Et donc les évidences sur la question émanent, comme vous le savez très bien, des études de cohorte, des études cas témoins, des études écologiques, de diverses méta-analyses, et il y a des évidences graduées selon le niveau des preuves, il y a des données scientifiques formelles pour lesquelles il y a suffisamment de preuves, il y a des domaines qui sont encore sujets à la recherche et on peut discuter tout ceci lors des débats. Mais ce qui est clair, et là c'est également quelque chose qui émane de plusieurs publications, c'est que lorsqu'il y a interaction de multiples facteurs dans les mauvaises habitudes alimentaires, ceci va conditionner ce qu'on appelle des conditions de risque qui peuvent être un lead HTA, qui peuvent être un non-bon poids ou encore une obésité, qui peuvent être un syndrome métabolique. Et ce sont ces dysfonctionnements conditionnés par tous ces facteurs qui vont générer les maladies chroniques et qui vont être finalement à l'origine de ces pathologies chroniques qui vont se mettre en place. Et donc, si on voit bien cette partie alimentation, vous voyez bien qu'on parle de consommation insuffisante de légumes et de fruits, d'alimentation à faible teneur en fibres, d'aliments à faible teneur, à forte teneur en sodium, et puis d'apport calorique élevé en matière d'apport en sucre et d'apport en mauvais gras. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui et des actions qu'on pourrait faire pour prévenir ces maladies à travers une alimentation saine. Et donc, on va parler du sucre, du sel, des acides gras et des fruits et légumes et des données scientifiques existantes. Alors, pour ce qui est du sucre, je veux bien que vous reteniez que les directives de l'OMS ne font pas référence au sucre contenu dans les fruits et les légumes frais, les sucres naturellement présents dans le lait, car il n'y a aucune preuve signalée d'effet indésirable concernant la consommation de cette catégorie de sucre. Mais l'OMS, le sucre dont elle fait référence, c'est le glucose, le fructose, le saccharose, c'est ce qu'on appelle les sucres libres,
qui sont ajoutés dans les aliments et les boissons, et les sucres qui sont naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits. C'est de ces sucres-là qu'on parle. Mais en aucun cas, ni l'OMS, ni aucune évidence scientifique n'a dit que ces sucres libres sont mauvais pour la santé. Il s'agit de la surconsommation de ces sucres-là qui est nuisible pour la santé, et je veux bien attirer l'attention sur ce point. Et à partir de là, ce qui est conseillé, c'est de limiter à 10% la consommation de sucre par rapport à l'apport énergétique quotidien et de préconiser, c'est possible, de réduire cette consommation à moins de 5% de l'apport journalier. Et il est clair qu'une réduction à moins de 5%, ce qui correspondrait en réalité à 25 grammes par jour ou 6 cuillères à café, procurerait des avantages supplémentaires pour la santé. La consommation de sucre libre à moins de 10% permettrait de réduire énormément beaucoup de morbidité, mais je vais vous étonner en vous disant, lorsqu'on prend les évidences scientifiques absolues, le seul lien qui est reconnu de façon formelle comme 1 + 1 = 2, c'est l'excès de consommation de sucre et des caries dentaires. Mais pour ce qui est du reste, c'est vraiment la surconsommation mise dans un contexte de tous les facteurs qu'on a vus précédemment. Et c'est quelque chose de très important à retenir. Et donc, il est important de souligner ce que j'ai mis en rouge. Une canette de soda sucré peut contenir 40 grammes de sucre, soit 10 cuillères à café. Et à partir de là, on peut savoir si on en consomme énormément par jour, ce que ça donnerait comme consommation. Et donc, il est également très important de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons rien fait encore pour donner des directives à nos concitoyens afin qu'ils puissent diriger par rapport à quelle quantité de sucre donner en fonction des tranches d'âge, etc. Que le seul pays au monde qui a fait ce pas, c'est le Royaume-Uni, qui a bien écrit de façon claire et nette, ça a été publié dans l'Ancet en 2016, pour chaque tranche d'âge, quel est l'apport, je parle de la pédiatrie, quel est l'apport de sucre recommandé journalièrement chez les enfants de 4 à 6 ans, 19 grammes, 7 à 10 ans, 24 grammes, etc. Et ce qui est également très important à retenir, et je l'ai mis dans cette plaque, alors qu'il y a une évolution de la consommation du sucre dans le monde, ce qui montre ma courbe jaune, il y a une réduction de la production en réalité. Mais la consommation ne fait qu'augmenter. La consommation ne fait qu'augmenter parce que c'est la force de la production industrielle qui fait qu'il y a une publicité forcée vis-à-vis des enfants en bas âge notamment, mais vis-à-vis de toutes les tranches d'âge. Et il y a une consommation excessive de produits très riches en sucre qui fait qu'il y a un excès de consommation dans le monde entier. Lorsqu'on voit ce qui se passe au Maroc également, il y a une production excessive de tous les endroits et tous les coins où on pourrait consommer excessivement de sucre, notamment les mhlaba, les cafés, les traiteurs, et ceci a connu une augmentation exponentielle à travers les années. Et ce qui est fondamental à retenir également, lorsqu'on s'intéresse à la consommation de sucre dans un pays donné, on calcule en réalité ce qu'on appelle la consommation le disponible à la consommation humaine, qui est le nombre de grammes de sucre par personne consommé journalièrement. Et lorsqu'on voit ceci, vous voyez que le Maroc dépasse largement ce qui est préconisé et nous sommes à 95,25 grammes par personne par jour, ce qui est énorme. Et je vais vous étonner en vous montrant cette étude qui est en cours de publication qu'on a faite avec le professeur Hassan Agnaoui et son équipe, qui s'est intéressé à voir à partir de quel seuil le Marocain perçoit le sucré. Et c'est extraordinaire lorsqu'on se rend compte que le Marocain 70% des Marocains vont percevoir le goût sucré à partir de 27 millimoles par litre versus les 10 millimoles qui sont connus dans beaucoup de papiers. Ça veut dire que, et là, la présentation du professeur Moïse serait intéressante, nous avons éduqué, notre goût, dès le bas âge, à avoir des seuils très élevés de sucré avant de se sentir OK pour le sucre. Et c'est fondamental à connaître. Le sel, eh bien, dans la résolution des États membres de l'OMS,
ont adopté comme cible mondiale volontaire pour les maladies non transmissibles de réduire de 30% la consommation moyenne de sel, ce qui veut dire que le but est d'atteindre une cible inférieure à 5 grammes par jour, ce qui veut dire, lorsqu'on parle de sodium, 2 grammes par jour d'ici 2025. Là aussi, je vais vous faire peur en vous montrant ce qui se passe au Maroc. Mais avant de voir ce qui se passe au Maroc, quelques évidences, je ne vous apprends rien. Il y a une corrélation étroite entre la consommation de sel et les chiffres de tension artérielle. Plus les populations consomment beaucoup de sel, plus les chiffres de tension artérielle seraient élevés. Il y a également une consommation, une relation linéaire entre le risque d'accident vasculaire cérébral et la consommation de sel. Et ceci également, ce sont des données scientifiques qui existent depuis de longues années. Et là aussi, il y a également un lien qui a été bien documenté depuis de longues années sur la relation entre la réduction de l'apport alimentaire en sodium et la diminution de l'incidence des accidents vasculaires cérébraux. Si on réduit de 25%, on peut impacter considérablement l'incidence de ces pathologies qui malheureusement sont très meurtrières. Et parmi les pays qui ont fait d'énormes avancées dans ce domaine, il y a l'exemple du Japon qu'on trouve souvent cité dans la littérature, qui en réduisant la consommation de sodium de dans le pays à 1,4 g par jour, il y a eu une réduction de 80% de mortalité par accident vasculaire cérébral. Vous imaginez ce que ça donnerait par rapport non seulement à la réduction globale de la mortalité, mais par rapport à l'économie de tout un pays, parce qu'un AVC, comme vous le savez très bien, c'est coûteux pour la santé, pour la famille, pour la société. Et puis la Finlande également, on fait de belles actions à leur échelle en réduisant la consommation de sel et en démontrant par conséquent qu'il y a une réduction de la mortalité par AVC, mais également des pressions artérielles diastoliques, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et finalement, les projections des Nations Unies en réduisant la consommation de sel et de réduire considérablement chaque année les décès, mais également les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, et par conséquent de réduire les coûts de santé, parce que les maladies chroniques, comme vous le savez très bien, coûtent énormément cher pour la santé. Eh bien, qu'en est-il au Maroc? Là aussi, les chiffres sont alarmants, puisque le disponible à la consommation humaine de sel au Maroc est de 17,72 grammes par personne et par jour. Lorsqu'on voit ce que contient le pain au milieu urbain, lorsqu'on fait les études au niveau des boulangeries, c'est 17,4 grammes par kilo. Et lorsqu'on va en milieu rural, c'est 10 grammes par kilo. Et lorsque on sait que le Marocain moyen consomme 360 grammes de farine par jour, parce que comme le disait le professeur Agnaou, nous sommes des robsivores, nous consommons beaucoup de pain, et donc, à partir de là, nous consommons beaucoup de sel dans le pain. Et c'est quelque chose de très important à retenir. Et ceci est alarmant, puisque nous avons démontré également, par des études publiées, d'autres en cours de publication, que lorsqu'on s'intéresse à la consommation de sel de nos concitoyens, c'est extrêmement énorme, puisqu'il y a un excès de sodium urinaire chez 70% des enfants marocains enquêtés. Et ce qui est extraordinaire, je vais passer sur ça, je vais en parler peut-être dans la discussion pour gagner un peu de temps, mais je vais surtout vous montrer la deuxième étude qui s'est intéressée à vérifier à partir de quand le Marocain perçoit-il le goût salé. Eh bien, vous voyez, lorsque nous avons des Marocains qui ne sont pas obèses, ils vont le percevoir à 8 millimoles par litre. Mais lorsqu'on a des Marocains qui sont obèses, ils vont le percevoir à 15 millimoles par litre. Ce qui veut dire déjà que l'état de santé existant prédispose à un type alimentaire inadapté. Mais vous allez me dire l'histoire de la poule et de l'œuf, qui génère quoi? Et là, c'est une grande discussion finalement. Les acides gras, j'adore cette plaque chaque fois que j'en parle. Quelqu'un qui rentre, qui demande est-ce qu'il y a quelque chose qui est free acide gras trans, on lui dit finalement c'est la cigarette. Parce que tellement on ne sait pas, il y a tellement de choses. Si vous voulez quelque chose sans acide gras trans, peut-être que finalement on va se rabattre
Alors, l'Organisation mondiale de la santé recommande aux populations de ne pas dépasser un apport énergétique de 10% provenant des acides gras saturés, de 1% provenant des acides gras trans d'origine naturelle. Et vous voyez que ceci n'est pas facile à atteindre lorsqu'on s'intéresse à un élément essentiel qui est ce qu'on appelle l'indice nutritionnel de gras. Parce que finalement, c'est ce qui est très important à connaître. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'indice nutritionnel de gras, et pour vous rappeler ce que c'est ce que contient l'aliment comme acides gras trans, plus les acides gras saturés, sur les acides gras polyinsaturés, vous voyez, pour ceux qui connaissent l'alimentation marocaine, plus c'est bas, plus c'est bon. Le plus bas, c'est dans la halgma. Oui. Contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas trop gras. Alors que le plus gras, ce sont les abats, kersha. C'est 1,7. Et vous vous rendez compte de ce qui se passe pendant la fête de l'Aïd Kbir. Donc là, on est bourré d'indices nutritionnels en gras. Je ne vous dis pas de combien, parce qu'on consomme de tout. Là, ce sont des tables alimentaires marocaines calculées sur la base de l'alimentation marocaine. C'est un travail qui est également fait avec l'équipe du professeur Agnaou. Et donc, à partir de là, nous savons aujourd'hui que le Marocain a une disponibilité alimentaire à la consommation de 69,39 grammes de matière grasse par jour par personne et que l'obèse perçoit les goûts du gras à 7,5 millimoles versus un témoin de 1,8 millimoles. Mais c'est énorme, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on produit comme hypercholestérolémie et tous les risques cardiovasculaires. Alors, les fruits et légumes, que pourrais-je vous dire? Consommation de légumes associée à une diminution du risque de cancer. Là, il y a des évidences. Je ne pense pas que personne d'entre vous va me contredire, parce qu'il y a des données scientifiques probantes. Et sur les derniers écrits, il y a beaucoup d'évidences pour certains cancers. Le cancer de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'œsophage, de l'estomac. Et même certains cancers, c'est la probabilité à un gradient d'évidence plus bas est également pour le cancer du poumon. Et il y a ce beau travail déjà très longtemps qui montre qu'il y a une corrélation entre le risque relatif de faire un cancer et la consommation de fruits. Plus c'est important, et légumes, plus la consommation est importante, plus le risque va diminuer. Et la recommandation est connue, consommer au moins 5 fruits et légumes variés par jour, sur quelle soit forme qu'ils soient, atteindre minimum 400 grammes et satisfaire les besoins nutritionnels. Alors maintenant, que dire des controverses très rapidement pour rester également dans mon ton? Nous sommes au sein du groupe, nous constituons un groupe de recherche en santé et nutrition du couple mère-enfant, et je le disais tout à l'heure à notre invité, je lui dis nous ne sommes pas des adeptes de cet aliment est bon, cet aliment est mauvais, et mettre des frontières rouges. Nous ne pensons pas que le problème vient du nutriment. Le problème vient de notre mode alimentaire. Le problème vient de notre façon de consommer les aliments. Et le problème vient de tous les cofacteurs existants. Et mes collègues vont parler de tous les facteurs dès le bas âge, mais également de la sédentarité. Et je pense que ce sont des messages très importants sur lesquels vous, praticiens qui êtes, vous, pharmaciens d'officine qui êtes à la première ligne, vous pouvez travailler avec les personnes qui consultent. De mauvais aliments, non. Nous pensons vraiment que les excès sont mauvais, donc il faut être modéré. Aliments parfaits, néonatologiste que je suis, je vous dirais, à l'exception du lait maternel, il n'existe pas d'aliment parfait. Hein. Il n'y a aucun aliment qui est parfait. Tous les aliments sont pris dans des excès et parfois des combinaisons extraordinaires, comme dans la kersha qu'on vient de voir, ça va donner des choses néfastes. Et donc variés. Aliments indispensables, seuls les nutriments le sont, pas les aliments, mais tout est utile, c'est les consommer avec modération, mais par la suite, vous pouvez peut-être poser des questions sur certains éléments qui sont à la mode pour ce qui est de controverse. Nous sommes en train de travailler sur un outil que nous aimerions mettre à votre disposition en tant que pharmacien d'officine qui va vous permettre de diriger les messages. Nous avons travaillé au sein de notre groupe sur ce qu'on a appelé la table alimentaire marocaine.
Et donc, vous pouvez dire à vos consultants combien une brira va apporter en tel et tel et tel nutriment. C'est extraordinaire parce que c'est adapté à la table alimentaire marocaine et c'est un outil extraordinaire qui est en train d'être publié et qui sera à votre disposition. Deuxième élément clé fondamental, il y a une réglementation sur l'étiquetage au Maroc qui a été publiée dans le bulletin officiel en août 2016 et à partir de là, il est notre devoir de guider nos concitoyens sur comment lire une étiquette lorsqu'il va acheter un produit industriel. Parce que c'est fondamental qu'il sache faire la part de ce que contient un aliment donné et faire ses choix éclairés et guidés. Et la communication est la clé de voûte. Nous concernant au sein du groupe, nous sommes convaincus que nous sommes tous acteurs pour faire des campagnes pour le grand public de l'éducation nutritionnelle. C'est facile à dire, mais nous savons tous que c'est difficile parce qu'il s'agit de changer les habitudes. Et changer les habitudes, c'est un grand travail. Il faut d'abord être habité par ces habitudes et les appliquer avant d'essayer de les transmettre aux autres et d'en parler. Et ça, c'est extraordinaire. Le système alimentaire, l'environnement alimentaire, et donc les maladies chroniques sont très répandues et représentent un coût important pour la société puisqu'ils sont la cause de beaucoup de morbidités, ça on le sait. Les maladies chroniques sont en grande partie évitables en adoptant un mode de vie sain, donc une alimentation équilibrée, une activité physique régulière. Et j'introduis bien l'orateur qui va me suivre. Et l'OMS d'ailleurs propose des lignes directrices, mais je voudrais, avant de passer à partager avec vous la plaque sur les lignes directrices globales, vous montrer cette citation de Pythagore, il y a déjà des siècles, qui disait « Ne néglige pas ta santé, donne à ton corps, mais avec modération, le boire, le manger, l'exercice, la mesure que je te prescris est celle que tu ne saurais passer sans te nuire. » Donc vous voyez que c'est vieux, c'est déjà vieux, mais on est arrivé à dire les mêmes choses finalement, parce qu'il ne s'agit pas de donner des messages comme dans des catalogues, il s'agit de sensibiliser, mais de personnaliser le message également, parce que, oui, c'est bien de connaître tout ça, les grandes directives, mais attention, ne rentrez pas dans des interdits figés, et finalement, méditons tous sur des citations bien vieilles, mais que nous sommes finalement en train d'essayer de revivre aujourd'hui. Il y a déjà des siècles de là que Terence avait dit la cuisine est la servante de la médecine. Et puis, bien plus tard, Thomas Edison avait dit les médecins de l'avenir ne sauront plus traiter le corps humain avec des médicaments, mais plutôt guérir et prévenir les maladies de la nutrition. C'est ce que nous sommes en train de faire cet après-midi. Et puis, Arnold Hertz, qui avait déjà dit, il y a de là également un siècle, la vie est une tragédie de la nutrition. Et nous sommes en train de vivre une véritable tragédie avec les maladies chroniques à cause, entre autres, de la nutrition malsaine. Et sur ce, je vous remercie. Merci, professeur Barkat. Alors, je crois que là, la mise au point vraiment importante, c'est celle de notre goût, nous les Marocains, pour le palier, le niveau qui est tellement élevé pour le sel, pour le sucre, pour la graisse. Et puis là, si vous avez d'autres questions à poser, on le fera à la fin des 4 interventions. Alors, l'activité physique avec Dr Jean-Luc Grillon. Bonjour, merci beaucoup à l'équipe organisatrice autour de Younes Balayachi et de Selma Chérif Douazane. Vraiment, j'ai été accueilli de manière remarquable avec cette équipe. Et je voulais souhaiter vous dire que j'étais très heureux de revenir ici après 20 ans, être venu sur un congrès sur la diabétologie il y a 20 ans, et j'en avais gardé déjà un très bon souvenir. Marrakech a beaucoup changé, effectivement. Saluer mes collègues de la Société française Sport Santé, Yves Pagès, qui est le président, qui est à Brest, Gilbert Pérez, que
vous le voyez, puisqu'avec lui, on a commencé à travailler avec cette association dans les années en 2010. Saluer Nourdine Bendib, qui est un collègue médecin du sport à Alger, et qui est le président du groupement latin et méditerranéen de médecine du sport, avec qui je vais à Alger au mois de mars, là, dans moins d'un mois, pour présenter également le sport santé, et André Monroche, avec qui il travaille. Diderot disait, il y a de ça, à la fin du XVIIIe siècle, que les hommes devraient mener des études pour évaluer, pour travailler sur leur bien-être. Alors je dois dire que sur le sport santé, l'activité physique et la santé, maintenant les études disent globalement à peu près toute la même chose sur qu'est-ce que c'est-à-dire quel effet l'activité physique peut avoir sur la santé. On a également des notions très précises du pourquoi, comment se fait l'effet de l'activité physique sur la santé. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le comment. Et je suis très heureux d'être ici parce que le comment, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas une expérience qui marche à un tel endroit qui peut être transposée partout, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui est important, c'est qu'ensemble, on réfléchisse à comment faire en sorte que les personnes aient accès finalement à une pratique d'activité physique bonne pour leur santé. De manière à ce qu'à un moment donné, chacun dise « moi je fais du sport pour ma santé, c'est mon sport à moi », ça peut être promener le chien, ça peut être faire différentes choses, et c'est ça qui est très important. Prendre soin de soi, parce qu'avec l'activité physique et le sport, on peut l'appeler comme on veut, on prend soin de soi, hein, et donc c'est ça qui est vraiment très important. Mutualiser nos actions, c'est très important, parce que dans nos pays, avec des cultures différentes, on a besoin de travailler ensemble pour faire en sorte que nos projets répondent finalement aux attentes, aux représentations des personnes, et elles ne sont pas les mêmes selon les cultures des personnes. Donc il est très important de mutualiser nos travaux. Je pense que ça a été dit d'ailleurs ce matin, ça a été redit là, c'est qu'on a besoin de travailler de manière très étroite avec le milieu éducatif et le milieu du travail. Pourquoi ? Parce que ce milieu du travail sur le sport santé, il est en train vraiment de bouger très fort. Le milieu éducatif, il est en train de bouger très fort. Il y a des lois sur le parcours éducatif en santé de l'élève, par exemple, qui existent en France, mais qui existent probablement ailleurs. Et je pense que c'est autour de ces dispositifs structurants qu'on arrivera finalement à se mettre une culture commune ensemble pour faire qu'à tous les âges, à tous les états de santé, de situation, les personnes aient accès finalement à une pratique d'activité physique bonne pour la santé. Ce matin, c'est Charles Beauguiffaut, j'ai entendu ce matin, qui disait, il parlait de sport, il disait qu'il faut qu'on donne l'exemple. Donc moi, je lancerais le défi, je dirais, à Officine Expo en disant pour 2018, essayer d'offrir un peu comment faire que chacun ait accès finalement à un projet d'activité physique et sportive, faire une petite fiche d'évaluation sur le congrès lui-même, mais aussi une petite fiche d'évaluation sur mon niveau d'activité physique, où j'en suis, de manière à pouvoir porter un peu le message, parce que nous, ici, nous sommes un peu des ambassadeurs du sport santé. Et puis, le petit clin d'œil à Mounir Tadlouir, c'est ça ? Tadlaoui, pardon, hein, qui ce matin a fait quelque chose qui a permis de lutter contre la sédentarité. Il nous a demandé de nous lever. Ben ça, mine de rien, la sédentarité, c'est pas la même chose que l'activité physique. Hein. Et le fait de se lever, à un moment donné, c'est une façon de lutter contre la sédentarité, qui est une façon de nous assaillir de manière régulière. Alors Marrakech a été quand même le phare, on va dire, le moteur de la COP 22 il n'y a pas si longtemps que ça, hein, au mois de novembre 2016. Et je pense que grâce à vous, grâce aux pharmaciens, parce que le pharmacien a vraiment une place très importante dans tout ça, Marrakech, le Maroc et les partenaires de cette opération peuvent être vraiment des moteurs pour éclairer un petit peu nos façons de faire pour résoudre la question comment relever le défi des maladies chroniques par rapport à l'activité physique et sportive. Hein. Alors, je remercie Martine Duclos, le professeur Duclos, qui est à Clermont-Ferrand, qui est la conseillère scientifique de l'Observatoire national d'activité physique et sédentarité. Toutes les données scientifiques que j'ai mises là viennent d'elle. Hein. Moi, je ne suis pas scientifique, j'ai écrit quelques livres, effectivement, mais je ne suis pas un scientifique, donc je me suis appuyé, bien sûr, sur elle. Et puis sur le pôle ressources nationales sport santé bien-être, qui est au Crêts de Vichy. Donc, vous voyez, l'Auvergne est très présente par rapport à cela. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi relever par les activités physiques et sportives le défi des maladies chroniques, des facteurs de risque, et le défi de la perte d'autonomie de la personne âgée. Pourquoi le défi de l'autonomie de la personne âgée ? Parce qu'un certain nombre de personnes à un certain âge sont aussi porteurs, bien sûr, de ces maladies chroniques, et on a trop tendance à canaliser, à mettre les gens dans des tuyaux. Et cette personne est en situation de handicap, et ben on va mettre en place un dispositif de prise en charge des personnes en situation de handicap, sans regarder qu'en même temps, elle peut être atteinte de maladies chroniques, etc. Donc on a trop tendance à sectoriser, on va dire, à
à saucissonner un petit peu les prises en charge. Donc l'objet aujourd'hui, c'est ça, c'est essayer de voir comment on peut arriver à avoir une approche un peu systémique pour faire en sorte qu'une personne, à un moment donné, puisse avoir accès, bien sûr avec la gradation des prises en charge qui nécessitent la prise en charge de cette personne, de pouvoir y arriver. Alors, le Lancet en 2016, vous voyez les chiffres, je n'ai pas besoin de vous le dire, le chiffre de l'inactivité physique ou du manque d'activité physique, c'est énorme. Et en 2012, il y avait déjà une étude du Lancet qui avait montré que la première cause de mortalité évitable dans le monde, c'est quand même l'inactivité physique, le tabac étant en seconde cause. Le constat, c'est que la sédentarité est un facteur de risque de maladie chronique indépendamment du niveau d'activité physique. Donc c'est regarder la télévision, faire de la voiture, etc. C'est ça la sédentarité. On compte le nombre d'heures qu'on fait par jour, et dès quand ça dépasse 7 heures, on dit on est sédentaire. L'activité physique est un déterminant de la prévention des maladies chroniques et de la perte d'autonomie, source d'économie de santé considérable. Alors, en lien avec l'obésité, tout ce qu'on peut dire, c'est que, je ne parlerai pas de l'obésité, on sait très bien qu'il y a des atteintes vasculaires qui apparaissent dès l'enfance, on a parlé de rebond précoce d'adiposité, il y a vraiment une prise en charge à prendre, à faire à partir de ce moment-là, c'est très important. Mais la preuve scientifique de l'activité physique, c'est très fort en prévention de la prise de poids, c'est-à-dire dans nos habitudes de comportement de vie, arriver à mettre en place de l'activité physique, en maintien de la perte de poids, mais non pas en perte du poids. On sait très bien pour perte du poids, c'est l'association entre une alimentation équilibrée et la perte de poids, et en maintien de la santé chez la personne atteinte d'obésité. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que même chez une personne qui ne bouge pas au niveau de son poids, on sait que l'activité physique va être très intéressante pour la santé. Alors, en France, vous voyez, 5% de la population est atteinte de diabète, donc 90% de diabète de type 2 et 10% de diabète de type 1. 33% des Français présentent un risque élevé de développer un diabète, donc ça veut dire que là, il y a un enjeu de santé publique qui est considérable. Et que l'activité physique, là, réduit l'incidence du diabète de 50% chez la personne intolérante au glucose. D'où l'importance, effectivement, de faire des diagnostics d'intolérance au glucose, de syndrome métabolique, pour prendre les choses avant que le diabète n'apparaisse. Le risque par rapport aux accidents vasculaires cérébrales, c'est 25%. Pour les pathologies cardiaques ischémiques, ça varie entre 9 et 29% selon le sexe de la personne, le niveau d'activité physique et le type d'activité physique. Alors sur les cancers, maintenant c'est publié depuis très très longtemps, on a entre 20 et 25% jusqu'à 30% pour la prévention des cancers. L'apparition du cancer est retardée ou n'apparaît pas chez les personnes qui pratiquent une activité physique suffisante. En prévention tertiaire, c'est-à-dire après un diagnostic de cancer, là, les chiffres sont encore plus importants, 30 à 40% par rapport au cancer du sein sur la mortalité globale, sur la mortalité par cancer du sein et sur le risque de récidive. Donc ces chiffres-là sont tellement importants que maintenant les cancérologues, effectivement, ce sont eux qui ont été les moteurs, on va dire, du sport santé, de manière très importante, en disant aux agences régionales de santé et en particulier, faites quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser les gens en leur enlevant une sorte d'une thérapeutique qui est pratiquement aussi efficace qu'une chimiothérapie, qui fonctionne bien. Sur le cancer du côlon, on a à peu près les mêmes chiffres, 40% de la mortalité en moins, 40% de risque de récidive du cancer en moins. Sur le cancer de la prostate, il n'y a pas de méta-analyse parce que tous les chiffres précédents étaient sur des méta-analyses. Par contre, il y a 3 études qui vont dans ce sens-là, donc ça sortira, je pense, prochainement sur le cancer de la prostate. Là, ce n'est pas le sujet, mais c'est important parce que les personnes atteintes de diabète vont vieillir à un moment donné et c'est important de savoir que la condition physique, elle va prédire le risque de chute, la dépendance future pour les activités de la vie quotidienne. Alors un constat très inquiétant, c'est que finalement, moins de 50% de la population en France atteint le niveau d'activité physique permettant des effets positifs sur la santé. Et chez les enfants, c'est encore bien pire, puisque c'est entre 5 et 9% des enfants qui atteignent 60 minutes d'activité physique quotidienne. L'activité physique modérée à soutenue par jour. En plus, les gens, pour un tiers des cas, c'est-à-dire 2 tiers des gens connaissent les recommandations d'activité physique, mais un tiers ne connaît pas ces recommandations. Et puis ce gradient social qui est presque un élément majeur, c'est-à-dire qu'on sait très bien que pour un niveau éducatif élevé, un niveau social élevé, l'activité physique va être beaucoup plus pratiquée et la sédentarité beaucoup moins pratiquée. Donc ça, c'est un des enjeux principaux de ma présentation. Donc globalement, quand on travaille sur des objectifs pour quelle activité physique, pour quelle prévention, on travaille sur une culture commune. Donc on a des définitions à savoir, on a des recommandations. Ensuite, il y aura d'autres points à voir. Donc sur la culture commune, c'est la définition. Donc l'inactivité physique, la sédentarité, le sport et le sport santé. Donc
L'inactivité physique, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, moins de 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Alors modéré et soutenu, l'Organisation mondiale de la santé fixe 5 à 6 sur une échelle personnelle de perception de indice de l'effort, et 7 à 8 pour soutenu. Mais 5 à 6 et 7 à 8, quand on parle d'activité physique pour des personnes qui reprennent une activité physique, c'est très très au-delà bien sûr de ce qu'elles sont en capacité, de la confiance qu'elles ont en elles de toute façon pour pouvoir pratiquer. Donc il faut être extrêmement vigilant, vous le verrez, je le présenterai après. La sédentarité, donc c'est ce chiffre de 7 heures. Vous comptabilisez en gros le nombre d'heures passées devant la télévision, en voiture, devant l'ordinateur. À partir du moment où vous dépassez les 7 heures, c'est que vous êtes sédentaire. Moi, mes filles, par exemple, elles sont sédentaires et en même temps, elles sont très actives. Il y en a certaines, elles font 2 ou 3 sports, mais elles sont en même temps sédentaires parce qu'elles passent beaucoup de temps en étant assises. Alors, non, je voulais revenir là-dessus. Sédentarité, pour la dose d'activité physique qu'il faut faire pour lutter contre la sédentarité est considérable. Donc, c'est-à-dire qu'avoir une politique qui ne vise qu'à promouvoir l'activité physique et sportive sans s'occuper de la sédentarité est beaucoup moins efficace que si on travaille sur les deux. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on est assis pendant 3 heures, par exemple. L'important, ce serait de se lever peut-être 2 fois. Hein, on ne va pas le faire tout de suite, là, ça ne fait pas très longtemps, mais mine de rien, peut-être que Selma, dans un quart d'heure, peut très bien dire on va se lever, on se rassied, etc. Dans certains pays, ça existe. Hein, les gens le font même naturellement maintenant. C'est ça l'habitude. C'est se dire dans une commune, dans une entreprise, comment on peut faire que les gens soient moins sédentaires. Parce que c'est très efficace de lutter contre la sédentarité. Alors le sport, le Conseil de l'Europe met une définition du sport que je trouve très intéressante. Toute pratique physique organisée ou non, ayant pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou la recherche de résultats en compétition de tout niveau. En Champagne-Ardenne, moi, le directeur de la santé publique, il avait trouvé le terme de médias d'accès à la santé. Je trouve ça très bien, médias d'accès à la santé. Alors nous, à Jeunesse et Sport et cohésion sociale, c'est très important, on rajoute la citoyenneté, bien évidemment. Médias d'accès à la santé, c'est-à-dire des personnes, on la voit avec des personnes en situation de précarité, si vous leur proposez une activité sportive qui va les intéresser, ils vont accepter d'aller dans un centre de médecine du sport, d'aller faire des examens biologiques, des soins dentaires, etc. Parce qu'on sait très bien que pour faire du sport, il faut avoir des doigts en bon état. Ben ça, mine de rien, on fait passer le message et ils vont faire ces soins alors que si on leur avait dit « vous avez besoin d'aller faire les soins », ils n'y seraient peut-être pas obligatoirement allés. Donc ça, c'est un élément très important. Alors le sport santé, la Société française sport santé, en 2011, on a établi des recommandations. On estime pour nous, d'autres ont d'autres définitions, que c'est une organisation territoriale qui rend accessible une pratique d'activité physique dans le cadre d'un parcours sport santé. Et ce parcours sport santé, c'est un parcours éducatif en santé autour du projet sportif personnalisé. C'est-à-dire le sport, c'est le moteur, et à côté, il faut la carrosserie, il faut de l'essence, il faut plein de choses. Donc il faut rajouter des choses à côté. Pour des publics particuliers, parce que pour les gens qui font déjà, c'est pas la peine de s'occuper de eux, ils le font déjà, c'est très bien, on les encourage, on continue à les encourager, on essaie de trouver des choses incitatives, notamment pour les publics qui ont des difficultés financières pour accéder bien sûr à l'activité sportive, mais c'est surtout les publics éloignés de la pratique qui pensent que c'est pas bon pour eux, que c'est pas fait pour eux, qu'ils n'y arriveront jamais, c'est eux pour lesquels on a besoin de travailler. Alors les recommandations, lutter contre la sédentarité, augmenter l'activité physique, proposer des activités physiques ou sportives structurées. Selma, j'aimerais bien que tu diras à peu près quand il me restera... c'est bon, d'accord. Je peux accélérer quand il y aura besoin. Alors la lutte contre la sédentarité, bon, vous l'avez compris tout à l'heure, pratiquer moins de 7 heures par jour de sédentarité, éviter les temps longs de sédentarité. C'est pour ça que Selma tout à l'heure nous dira, on se lève, on se rassera, et on aura comme ça lutté contre la sédentarité. Augmenter l'activité physique au quotidien, donc ça, c'est très bien, il y a des questionnaires très simples, questionnaire de Ritchie et Gagnon, il y en a d'autres qu'on peut tout à fait mutualiser entre nous, qui permettent, à partir des éléments comme les déplacements actifs, la marche, le vélo, les montées d'escalier, que ce soit au travail, que ce soit dans les loisirs ou pour faire ses courses, les activités domestiques, le ménage, le bricolage, le jardinage ou le travail actif, on peut comptabiliser un petit peu l'activité physique qu'on pratique. De manière assez simple, et c'est un outil qui peut être très pédagogique vis-à-vis du pharmacien et vis-à-vis du médecin. Et en échangeant ensemble, on peut voir quels sont facilement les endroits où on peut progresser. Il y a des endroits où on pourrait dire, tiens là, effectivement, là, je pourrais rajouter finalement quelques montées d'escalier que je ne faisais pas. C'est des choses où le dialogue finalement entre le professionnel de santé et la personne permettrait d'arriver à ça. Et puis, la troisième recommandation, c'est augmenter l'activité physique structurée. Donc là, c'est le grand classique, 5 fois 30 minutes d'activité physique à intensité modérée par semaine, ou 3 fois 30 minutes d'activité à intensité soutenue. Et le renforcement musculaire
2 fois par semaine. Donc ça peut être un renforcement musculaire à la carte, hein. Ça peut être porter des choses, ça peut être porter son poids. Son poids déjà permet de faire du travail sur le renforcement musculaire. Alors la deuxième partie, après une culture commune avec les définitions et la représentation, c'est éduquer à la santé par l'activité physique dans le cadre d'un parcours de santé. Et ça, c'est à mon avis fondamental, et la santé publique de manière générale s'oriente de plus en plus vers ces parcours. Donc le parcours éducatif en santé, il ne touche pas bien sûr que l'activité physique, je vous expliquais, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'alimentation, les rythmes de vie, l'hygiène bucco-dentaire et corporelle. Et ça, quand vous pratiquez dans un club sportif, dans un club, de manière générale, vous prenez en général l'habitude de prendre votre douche, d'avoir une alimentation. Alors je ne parle pas pour tout le monde, hein, bien sûr, certains, la bière après le match de foot, le foot, c'est pas que le foot. Hein, ce sont des choses qui existent. Donc on n'apprend pas obligatoirement des bonnes habitudes en faisant du sport, mais globalement, on peut, travaillant avec les organisateurs de fédérations sportives, par exemple, travailler sur ces points-là. Hein. Les compétences recherchées. Alors, ces compétences sont très importantes. L'auto-soin, comment on peut prendre soin de soi. Les compétences psychosociales, l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion des émotions et du stress. La pratique sportive avec un éducateur qui fait correctement les choses, c'est extraordinaire. Ça permet à la personne de bien gérer ses émotions, son stress, de s'organiser, d'être créatif, de savoir communiquer avec les autres. Et donc ça, c'est un des avantages de la pratique d'une activité physique et sportive à plusieurs, encadrée par un éducateur sportif. Et puis développer, maintenir ou restaurer son capital santé selon son niveau de santé initial. Autour du projet sportif personnalisé, donc il faut que ce soit une pratique régulière, adaptée à la personne, adaptée à ses capacités, à ses goûts, à ce qu'elle a envie de faire, et à ses possibilités, bien sûr, sécurisante et progressive. Et j'ai mis un P j'ai mis un P plus grand. Pourquoi ? Parce que quand la personne recommence une activité physique, très souvent, ça peut être du pilates, ça peut être de la gymnastique très 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 douce, où l'éducateur, au début, qui est habitué à encadrer des personnes dans un club sportif traditionnel, il va dire j'ai un peu honte, j'ai fait 1 heure de séance avec les gens, j'ai l'impression d'avoir rien fait du tout. Donc nous, on leur explique, mais si, c'est très très bien, les gens ont bougé. D'ailleurs, les témoignages des gens disent aujourd'hui, j'en ai bavé, puis alors, le lendemain, j'ai eu des courbatures. On apprend aux éducateurs à dire aux patients vous aurez des courbatures le lendemain quand vous faites une activité physique inhabituelle. C'est très important. Hein. Alors, tenant compte du savoir vouloir pouvoir, et là on s'immerge dans l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas faire une activité physique à une personne qui ne sait même pas que ça peut être bon pour sa santé, encore moins si en plus elle n'a pas du tout envie de faire, mais c'est un coup de pied dans le derrière de la femme ou du médecin ou du pharmacien, pourquoi pas, qui lui dit il faut faire absolument de l'activité physique, tiens, je vais vous envoyer voir quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est la démarche d'éducation thérapeutique qui doit arriver à ce moment-là pour faire en sorte que la personne modifie son comportement. Et puis, source de progrès à vocation pérenne, partagée, apportant du plaisir, les 4 PP. Vous voyez, c'est RASP, SVP, PPP. Avec ça, en général, on ne peut pas trop se tromper. S'il manque quelque chose, ça ne va pas. C'est-à-dire que si la personne n'a pas le plaisir à pratiquer, c'est presque le numéro 1, le plaisir. Il faut que la personne fasse du plaisir, est à plusieurs, etc. C'est très très important. Avec une planification respectant le principe d'universalisme. Alors l'universalisme proportionné, c'est très intéressant, cette approche de santé publique qui est apparue il y a quelques années maintenant, mais qui en gros dit qu'il faut une approche universelle. Donc le gros, c'est le sport pour tous. Donc le sport à l'école en particulier, le sport pratiqué dans des choses de manière habituelle, à tous les âges, hein, et une pratique et une approche différenciée selon les besoins des populations. Sport dans les zones prioritaires, c'est-à-dire certaines zones prioritaires en France, dans les quartiers politiques de la ville, par exemple, ont des moyens supplémentaires qui peuvent être attribués à, par exemple, des professionnels d'activité physique adaptée qui vont faire des bilans à la demande des médecins ou des pharmaciens pour faire en sorte que la personne, dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, à un moment donné, comprenne que ça peut être bon pour lui et qu'il puisse y aller. Et puis le sport pour les publics à besoins particuliers, on a en particulier bien sûr les personnes atteintes de maladies chroniques. Alors les bases d'une planification, la culture commune, on l'a vu, l'universalisme proportionné, on l'a vu. Maintenant, il faut faire une planification régionale et en s'appuyant sur un opérateur qui est un peu transversal, qui s'appelle le réseau sport santé. Oui, il peut s'appeler autrement, bien évidemment, mais les réseaux sport santé ont été montés au départ un peu sur la dynamique des réseaux de diabète, etc. Donc c'est un petit peu la même logique, partie collaborative entre différents professionnels, avec une coordination régionale en particulier. Donc ce réseau sport santé, il me reste combien, Selma 5 minutes ? Maximum 5 minutes. Bon, je vais aller très vite pour la fin. Intégration multithématique, c'est-à-dire que ce n'est pas un réseau sport santé pour les patients diabétiques, etc. C'est un réseau sport santé pour l'ensemble des personnes qui ont besoin d'un accompagnement, où le médecin ou le professionnel de santé a besoin d'un accompagnement.
Intégration pluriprofessionnelle, c'est l'ensemble des... Le message ne doit pas être différent, donc c'est un médecin, un pharmacien, un éducateur sportif, un kiné, etc. L'intégration territoriale, il faut qu'à tous les niveaux territoriaux, la coordination existe. Il faut faire du lien entre le secteur éducatif, l'éducation nationale et la médecine scolaire en particulier. Il y a des programmes d'accompagnement individualisés dans l'éducation nationale. Le secteur de la santé, les maladies chroniques en ambulatoire, en établissement, dans le social et dans le milieu du travail. Et pour faire le lien finalement avec les activités physiques et sportives qui peuvent être faites dans les associations, dans les collectivités territoriales, dans les salles de remise en forme, etc. Donc la planification, dans les services de l'État, on travaille pour cette planification et on peut travailler sur l'observation, la veille, l'alerte, faire l'inspection, le contrôle, l'évaluation si besoin. Il existe des ressources, donc là je vais passer très très vite sur les ressources. C'est bon. Voilà, et puis on a des partenaires avec lesquels on travaille sur des systèmes d'information. Donc voilà. Merci, docteur Grillon, pour toutes ces informations, ces recommandations. Et moi, je voudrais vous donner une citation du JAMA, qui est la référence de la médecine aux États-Unis, qui dit « Il n'existe aucun médicament actuellement utilisé ou potentiel qui offre autant de promesses en ce qui concerne le maintien de la santé qu'un programme d'exercice physique à vie. » Voilà. Donc, c'est la recommandation. Alors, nous allons passer avec l'importance des 1000 premiers jours avec Madame le professeur Nzha Mouane. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs pour leur invitation et je vous félicite tous pour ce merveilleux forum. Alors, avec professeur Barakat, je pense que nous avons tous pris conscience de l'explosion des maladies chroniques et de leur futur impact qui va jusqu'à la diminution dans le futur probablement de l'espérance de vie après cette magnifique augmentation qu'on a eue au cours de ces 60 dernières années. Et donc c'est pour ça que actuellement on se penche sur la prévention et tous les gouvernements sont sensibilisés pour pouvoir aboutir à une stratégie pour arrêter justement cette épidémie. Donc, je vais parler de tous les pouvoirs publics, également les médias. Et là, nous avons cette couverture de magazine du Times en 2010. Donc, vous voyez, là, déjà, on attire l'attention de la population, essentiellement des femmes en âge de procréer. Donc, les 9 mois de gestation, donc ces 9 mois vont carrément façonner la vie future des futurs adultes. J'ai parlé de la sensibilisation des pouvoirs publics et les États-Unis, donc avec leurs magnifiques données épidémiologiques, donc le nombre de leur population et la fréquence des maladies chroniques, et on voit l'explosion de l'obésité notamment. Et effectivement, ils travaillent et tout le monde est à la recherche de la meilleure stratégie de prévention. Et quand on voit les leaders des grands pays qui parlent de ces 1000 premiers jours, ces 1000 premiers jours qui ont un rôle important parce que, en fait, c'est grâce à ça qu'on a un coût de prévention qui est le plus rentable. Et puis, c'est grâce à l'action sur les 1000 premiers jours qu'on a le meilleur outil pour lutter contre la pauvreté, parce qu'on a vu qu'en plus, c'est un problème qui est en explosion dans les pays pauvres. Et puis, le travail sur la prévention, notamment les 1000 premiers jours, c'est le meilleur moyen pour la pérennisation du développement durable. Donc, pourquoi tout cet intérêt? Parce que quand on regarde les effets de la nutrition précoce sur le court terme et sur le long terme. Donc, la mauvaise nutrition en intra-utérin et qui va donner lieu à des faibles poids
de naissance et un retard de croissance qui est précoce, donc un impact sur le court terme au niveau du développement cérébral. Et cet impact sur le développement cérébral va, sur le long terme, impacter bien sûr les performances intellectuelles et cognitives de nos enfants. Donc, un impact sur la croissance et la croissance de la masse musculaire, mais également, qui dit la croissance de la masse musculaire, également au niveau du tube digestif, au niveau de la maturation de l'immunité. Et vous connaissez actuellement tous les magnifiques travaux qui se font autour du microbiote. Donc, à long terme, on a un impact sur l'immunité, donc le risque d'affaiblissement de cette immunité et également de la productivité et la diminution de la capacité de travail. Et puis, l'impact métabolique. Donc, Selma, tout à l'heure, a parlé du stress. Et effectivement, le petit poids de naissance va être dans un stress métabolique. Et également la surcharge pondérale. L'état d'obésité, c'est un état de stress également pour l'organisme. Et physiologiquement, on répond avec tous les facteurs de stress sur le plan hormonal, sur le plan neurologique, endocrinien et autres. Donc, c'est un véritable syndrome métabolique. Et là, en bas âge, c'est carrément une programmation métabolique, c'est-à-dire qu'il va se transmettre vers la descendance. Et cette programmation métabolique, elle intéresse les différents nutriments, le métabolisme glucidique, lipidique, protidique, donc impact sur les hormones et sur les gènes. Donc, résultat, bien sûr, on a le diabète, l'obésité, les cardiopathies, l'hypertension artérielle, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et le vieillissement. Tout ça, c'est des impacts sur le long terme et sur lesquels, justement, on veut agir. Comment on peut agir sur ça? Donc, vous en avez pas entendu déjà parler tous, et on en avait parlé déjà en 2010, c'était lors de votre manifestation à Casablanca, c'est l'origine fœtale des maladies chroniques de l'adulte. Comment ça, l'origine fœtale des maladies chroniques? Donc c'est cette magnifique hypothèse de David Baker qui remonte déjà à plus d'une trentaine d'années. Qu'est-ce que c'est que cette hypothèse? C'est qu'en fait, la susceptibilité aux maladies non transmissibles, les MNT, qui sont le diabète type 2, les maladies cardiovasculaires, l'insulinorésistance, cette susceptibilité, elle est programmée in utero en réponse à quoi? À une malnutrition fœtale et à un faible poids de naissance. Donc, comment il a suggéré ça? Donc, c'est par le suivi de cohortes d'adultes, donc des cohortes européennes, d'individus qui sont nés dans les années de guerre et de famine, donc dans les années 20 et des années 30. Alors, cette magnifique hypothèse donc, a suscité l'intérêt scientifique grandiose. Et là, il y a eu le premier congrès mondial, justement, sur l'origine fœtale des maladies de l'adulte, a eu lieu à Mumbai en 2001. Alors, pourquoi Mumbai? Pourquoi l'Inde? Parce que, tout simplement, c'est une population qui est importante, et c'est là-bas où il y a le plus grand nombre des enfants en insuffisance pondérale et en hypotrophie. Et là-bas aussi où il y aura, et il y a déjà une explosion de maladies non transmissibles. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, avec toute la lourdeur sur le coût de la santé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le choix de Mumbai. Alors on a discuté la programmation fœtale associée à la malnutrition, et qui dit malnutrition, donc elle est associée à la pauvreté, donc c'est pour ça qu'il faut agir pour lutter contre la pauvreté. Et puis on est parti, à partir de cette hypothèse, pour discuter comment améliorer la nutrition et la croissance des mamans
avant la grossesse pour justement retarder la date d'apparition de ces maladies ou carrément les prévenir. Et donc c'est de là qu'est née cette réflexion de l'action au niveau du couple mère-enfant, et on parle actuellement de plus en plus de la santé de la mère et de l'enfant qui sont indissociables. Et puis, il y a eu le deuxième congrès, là c'est à Brighton en 2003. Alors là, on a continué sur cette réflexion. Et puis, on a pris conscience de l'importance du fléau de l'obésité. Et puis, la dénutrition prénatale, est-ce qu'elle programme aussi l'obésité? Et la diminution des niveaux d'activité physique et les préférences alimentaires, comment ils impactent également sur l'apparition de ces maladies. Et donc la conclusion, c'est qu'effectivement, on a vraiment besoin d'une stratégie d'intervention, et puis qu'améliorer la santé des femmes est profitable également, non seulement pour leur famille, mais pour toute la descendance. Alors là, c'est pour un petit peu voir comment cette diminution, cette insuffisance pondérale, et quand on place ces enfants dans un régime qui est occidental et un régime de sédentarité, dans un régime obésogène, qu'est-ce qui se passe? Donc on a dit que c'était un stress. Donc il va y avoir l'augmentation du cortisol, il va y avoir l'insulinorésistance qui va entraîner une augmentation de l'insuline, et puis impacter donc la diminution du gain de masse musculaire, la diminution de la croissance en taille, l'augmentation du gain de tissu adipeux, et tout ça, ça va aboutir à quoi? Donc à la petite taille, et puis avec les MNT, notamment avec le diabète, l'hypertension, dans un contexte d'obésité. Et donc, on est parti finalement de cette hypothèse de programmation fœtale carrément à l'hypothèse de programmation métabolique. On a vu les changements métaboliques en rapport avec ce stress. Alors pourquoi la nutrition? Pourquoi les aliments? On connaît déjà l'impact des aliments sur le développement humain. On sait que quand il y a une carence en acide folique chez la maman, ça augmente l'incidence des malformations du tube neural. Et donc, même on a les becs de lièvre, donc des malformations orofaciales, et cette insuffisance en acide folique est même à l'origine de malformations cardiaques. Et on voit bien le nombre de ces malformations dans les pays en développement. Et pourquoi également les aliments? On connaît la programmation immunitaire dernièrement, et on sait que l'exposition périnatale, l'exposition même de la maman à certains aliments induit la tolérance alimentaire. Et c'est quelque chose qu'on essaie maintenant d'utiliser et d'appliquer, notamment dans l'allergie à l'arachide. Donc c'est un petit peu déjà de commencer à en donner un petit peu à la femme enceinte dans les pays où cette allergie est importante pour induire justement un mécanisme de tolérance. Donc on sait très bien que finalement l'alimentation, elle est impliquée dans le développement humain. Alors, et puis finalement, est-ce que c'est uniquement les aliments? Donc on vous a parlé de l'environnement. Donc professeur Grillon qui vous a parlé de la sédentarité, le manque d'activité physique, et également professeur Barakat qui vous a parlé de ces mauvaises habitudes alimentaires. Donc en fait, il y a également l'impact de l'environnement. L'impact de l'environnement au niveau, il intervient comment? Par le biais de l'alimentation, donc chez la femme enceinte, mais également au cours des 3 premières années. Il y a le tabagisme, il y a l'antécédent déjà de maladies chroniques dans l'entourage, l'obésité, le manque d'activité physique et le facteur actuellement psychosocial. Et Selma en a parlé
tout à l'heure, et vous aurez des interventions, j'ai vu, de psychiatrie tout au long de cet événement. Donc finalement, ce n'est pas que la programmation fœtale, ce n'est pas que la programmation métabolique, mais on parle actuellement de l'origine développementale de la santé, mais également des maladies. Et maintenant, vous allez voir, essentiellement, on va parler de l'approche DOAD, donc Development Origin of Health and Disease. Donc, on ne parle plus de la programmation métabolique ou de l'hypothèse de Baker, mais on parle de la DOAD parce que là interviennent également les facteurs de l'environnement. Et quand on regarde finalement le schéma, les mécanismes, finalement, vous voyez que vous retrouvez en bas ce qui est en rapport, ce stress avec le faible poids de naissance, mais également il y a les facteurs environnementaux qui vont intervenir par une restriction alimentaire ou énergétique ou protéique chez la femme enceinte, l'anémie, et on connaît la fréquence de la carence martiale, donc insuffisance de placenta, l'hypotrophie, et toute altération finalement et dénutrition, et que ce soit carence macronutriments, micronutriments ou autres, interviennent et vont également agir par une altération intra-utérine du développement donc fœtal et embryonnaire, avec des changements qui vont, dans un environnement d'obésité, entraîner ces maladies chroniques qui sont le diabète, qui sont les maladies cardiovasculaires et puis les autres maladies non transmissibles dont on a parlé. Alors finalement, comme j'ai dit, DOAD, c'est un concept qui a remplacé les deux précédents. L'individu a la capacité d'adapter son développement en fonction de son environnement, avec une importance capitale du rôle de l'alimentation maternelle et également infantile, et puis la mise en place durable de principaux mécanismes de régulation biologique et physiologique qui s'installent très précocement dans la vie et durable parce qu'elle va l'accompagner jusqu'à l'âge adulte. Alors, comment expliquer la DOAD? Est-ce que c'est uniquement les facteurs de l'environnement? Est-ce que c'est uniquement le facteur métabolique? Est-ce que c'est uniquement le stress? Donc, actuellement, on pense beaucoup, de plus en plus, aux considérations épigénétiques. Donc là, on parle de la génétique, mais c'est plus de l'épigénétique. Pourquoi l'épigénétique? Qu'est-ce que c'est? En fait, l'épigénétique, c'est la façon dont l'environnement et l'histoire individuelle de chacun d'entre nous va influencer et impacter l'expression de nos gènes. Donc c'est pour ça qu'on parle de la fonctionnalité, parce que nos gènes, ils peuvent être muets comme ils peuvent s'exprimer. Et c'est l'épigénétique qui donne soit le feu vert, soit le feu rouge aux gènes pour justement déterminer leur expression sans altération des gènes. Donc, aucune action sur les nucléotides et avec un caractère réversible. Ce caractère réversible, notamment quand c'est pendant ces 1000 premiers jours. Donc, finalement, l'épigénétique, c'est ce qui confère à l'individu le capital fonctionnel. Donc, il a ses gènes, mais grâce à l'épigénétique, on a ce capital fonctionnel du génome, parce que les gènes aussi, il y a cette plasticité lors du bas âge et lors de ces 3 premières années et la période de la grossesse. Donc, voilà, on voulait inviter un généticien, n'est-ce pas seulement? Ils n'étaient pas disponibles, mais je pense que dans les prochains événements, vous pourrez. Alors, c'est quoi exactement? Je dirais, c'est comme vous, donc ce que je vois un chromosome. Ce chromosome, donc, on a les branches d'ADN
qui sont autour des protéines, qui sont les histones. Et c'est quoi l'épigénétique? On a ce méthyl groupe, donc c'est un groupe méthyle qui va finalement, on le voit, l'épigénétique factor, et ce groupe méthyle va se lier à l'ADN. Donc, à un niveau donné, il va se lier au gène. D'où est-ce qu'il vient ce groupe? Donc, la nutrition va donner ces groupes méthyles, et c'est comme ça qu'ils vont intégrer notre génétique. Alors, le résultat, c'est que ce facteur épigénétique, ça va donner être également un élément de plus dans la détermination des maladies non transmissibles. Donc, finalement, au cours de la grossesse, on a le génotype, mais l'environnement également anténatal, et puis l'épigénèse va nous donner ce phénotype néonatal, et l'environnement postnatal va nous donner finalement ce phénotype qui va arriver au phénotype adulte avec les risques de maladies associées en fonction de cette épigénétique et de ces différentes méthylations dont on a parlé. Un exemple beaucoup plus concret. Donc, je pense que vous avez tous vu il y a longtemps au niveau des infos, donc Hardy et Laurel. Donc là, ce sont le même génome, mais les mères porteuses étaient différentes. Donc, dans un environnement intra-utérin différent, donc on a eu là deux types, Hardy qui pesait 55 kg et Laurel qui pesait 23 kg. Et c'est vrai que toutes ces hypothèses sont portées par beaucoup d'expériences animales, alors que les études chez l'homme, c'est essentiellement des études observationnelles et épidémiologiques. Et puis, les premières observations, donc Dr Barakat a parlé tout à l'heure donc des famines qui ont permis d'identifier finalement toutes ces tendances, toutes ces suggestions. Là, c'est la grande famine hollandaise, 44-45, et on a en rouge la courbe donc chez les adultes qui ont vécu ces famines, et en vert, donc, c'est des individus qui n'ont pas vécu finalement ces famines. Mais on trouve que chez ces adultes, comme on a dit, il y a une transmission. Donc, chez la première génération, aussi bien la deuxième et jusqu'à la troisième génération, on a des processus en rapport avec des maladies non transmissibles. Donc, la première génération, beaucoup plus d'obésité, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et également d'insulinorésistance, de diabète. Donc, ceci pour dire que finalement, pourquoi on a pensé à la prévention, c'est que finalement, le développement cérébral, le développement immunitaire, le développement métabolique est le fruit d'influence de l'environnement dans les 80% des cas. Et quand on parle de l'environnement, il y a comme facteur la nutrition, il y a l'exercice, on a parlé de l'alcool, le tabac, les drogues, le stress et les infections. Tout ça impacte notre environnement très tôt et notre santé. Et puis avec un maximum de facteurs génétiques dans les 20% des cas. Donc l'environnement a vraiment un impact qui est très lourd sur notre développement et notre vie et tout notre cycle de vie. Alors, j'ai vu le titre « Les 1000 jours » avec quelques points d'exclamation. Donc, je pense que là, on vous a dit pourquoi les 1000 jours. Alors, c'est quoi les 1000 jours? Donc, toute la période de la grossesse, plus la première année, plus la deuxième année, ça fait 1000 jours. Donc, c'est pendant ces 1000 jours qu'il faut intervenir, vu toutes les hypothèses qu'on a passées en revue. Donc, on dit toujours que c'est la fenêtre d'opportunité parce que c'est une période où il y a encore une flexibilité et si on intervient tôt, on peut agir
pour prévenir justement la morbidité de ces maladies non transmissibles. Et pourquoi on pense à cette prévention? Parce qu'en fait, vu l'explosion, comme on a dit, de ces maladies, on a prévu une augmentation de l'ordre de 17% dans la prochaine décennie. Donc, aucun système de santé ne sera capable finalement d'affronter la lourdeur des soins en rapport avec cette morbidité. Et on le comprend parce que quand on regarde, c'est une période et c'est une fenêtre où le développement de l'enfant est à son maximum. Vous savez qu'on dit que le poids d'un enfant, il double à 5 mois, il triple à 1 an, son poids de naissance. Donc, à aucune période, on a cette augmentation impressionnante. La taille, elle est doublée à l'âge de 3 ans. Donc, l'enfant, il double sa taille. Et également le développement cognitif. 80% du volume cérébral de l'enfant est formé pendant ces 3 premières années. Alors, on a parlé de la fenêtre d'opportunité, on a parlé de l'épigénétique, du capital fonctionnel, et en fait, ce capital fonctionnel, il est optimum, là aussi, pendant cette période, et après, le capital fonctionnel de l'individu va décroître, et n'importe quelle charge de stress avec les facteurs environnement va faire que les symptômes de ces MNT vont apparaître. Mais on ne sait pas, finalement, on ne peut pas identifier lequel qui va faire cette maladie, telle ou telle maladie, lequel qui ne pourra le faire parce qu'on n'a pas encore de marqueur en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on sait ce qu'il faut faire parce qu'on a déjà, sur des évidences scientifiques, on sait que l'allaitement maternel, il est profitable et puis que c'est le meilleur aliment au cours notamment des 6 premiers mois, c'est l'allaitement maternel exclusif et puis jusqu'à 24 mois. Les aliments de complément, donc là aussi, on sait scientifiquement comment et quand introduire ces aliments de complément, mais il y a beaucoup de méconnaissances dans la communauté et chez les familles. Donc, il faut vraiment une éducation dans ce sens. Alimenter l'enfant malade, on sait également comment alimenter l'enfant malade, mais là, il y a une grande méconnaissance de la population, notamment dans les pays en développement. La nutrition de la maman également. L'importance de la vitamine A, on sait son rôle dans l'immunité et même pour la diminution des décès chez les jeunes enfants. Et puis on sait que dans le cadre du cycle de vie, il faut augmenter le statut en vitamine A également de la maman parce que ça impacte le statut de vitamine A de l'enfant. L'anémie, on sait qu'on a la carence martiale, là, sa prévalence est très importante. Et puis, on sait comment contrecarrer la carence en fer, mais là aussi, c'est difficile à mettre en application et il faut une grande éducation, plus d'autres moyens qu'on a de fortification, de supplémentation d'aliments enrichis. Et également, l'iode, on sait son rôle également, notamment dans le développement cérébral. Donc, on sait ce qu'il faut faire, mais il faut mettre en place vraiment énormément d'efforts pour l'éducation de la population, mais également l'éducation de tous les professionnels de santé que nous sommes. Donc, je parlais du rôle protecteur de l'allaitement maternel, et puis également son rôle. Professeur Barakat a parlé de l'éducation du goût tout à l'heure, et effectivement, on sait bien que la composition du lait de femme, elle est différente de celle des formules infantiles et donc ça impacte également les capacités gustatives des enfants. Et puis l'obésité, donc il y a cette épidémie et cette épidémie qui apparaît à un âge de plus en plus précoce. Donc professeur Barka tout à l'heure a parlé de l'explosion de l'épidémie de l'obésité, même avant 5 ans.
Donc, et là aussi, cette période est une fenêtre d'opportunité pour pouvoir prévenir cette morbidité. Et là, comment? Donc, il faut un bon suivi de la croissance des enfants. Il faut utiliser l'IMC et il faut bien sûr, devant les enfants de moins de 5 ans, on se dit tout le temps, on observe l'obésité, ça va disparaître plus tard. La surcharge pondérale et l'obésité ne disparaît pas si on ne fait rien pour. Donc, il faut les prendre en charge tôt, avant les 5 premières années. Et l'âge, d'autant plus quand on parle de l'âge de rebond d'adiposité, donc cet âge qui est de plus en plus précoce avant même les 2 premières années. Dans ce cas, donc, il y a de grandes chances pour que cette obésité suive l'enfant durant toute sa vie. Et puis, quand on prend des paramètres anthropométriques, donc, il faut les analyser. Les courbes de croissance, on sait actuellement qu'il faut utiliser les courbes de croissance de l'OMS, parce que les courbes de croissance qu'on utilisait auparavant, c'était des enfants qui étaient également alimentés par les formules infantiles, donc les différents paramètres sont exagérés. Donc, on sait tout ce qu'il faut faire. Je vais conclure par finalement les défis. Les défis, c'est la difficulté pour changer les habitudes alimentaires, pour changer le mode de vie. Et on a parlé de la nutrition, docteur Grillon a parlé de l'activité physique. Donc, ce sont des mesures préventives qui sont importantes, mais comment réussir à les mettre en place? Donc, il faut travailler sur ça. Et pour travailler, il faut comprendre le choix et les comportements de consommation, les comportements de style de vie, chacun en travaillant sur sa propre population. Et puis réduire les inégalités de santé, les coûts de soins de santé, parce qu'on sait que c'est essentiellement les populations pauvres, mais pas que, mais quand elles sont dominantes, donc finalement la prévalence de toutes ces pathologies est très très importante. Et puis vivre zen. Donc il faut gérer le stress, notamment chez la femme enceinte, et avec tout le soutien psychosocial qu'elle devrait trouver dans son environnement et au sein de la famille. Et on a encore besoin de beaucoup de recherches pour comprendre finalement, on a tous ces mécanismes, mais il faut qu'on comprenne davantage les mécanismes biologiques de survenue de ces différents programmines, mécanismes également moléculaires, et travailler pour trouver des biomarqueurs, des marqueurs qu'on peut doser pour dire que telle personne va évoluer de telle façon et telle autre, finalement, n'est pas à risque. Donc, il faut, mais tant qu'on n'a pas trouvé ces biomarqueurs, on est obligé de considérer qu'il y a un risque, finalement, pour cette majorité. Et bien sûr, toujours considérer le couple mère-enfant. Je vous remercie. Merci, Madame professeure Mohaine, pour votre théorie de Barker, l'importance des 1000 premiers jours, et aussi de nous avoir parlé d'un thème qui est vraiment d'actualité, qui est l'épigénétique. Et je voudrais quand même profiter pour, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais Madame Mohaine est responsable et directrice du diplôme universitaire de nutrition et de sciences de l'aliment qui existe depuis 2005 à Rabat, où il y a déjà des confrères qui sont inscrits. Il y a pas mal de choses qui sont faites en matière de formation continue, aussi bien sur Rabat aujourd'hui que sur Casa. Alors, là, nous avons parlé des facteurs de risque, on a vu l'impact de l'alimentation, on a vu l'activité physique, et puis on a vu aussi que tout se passait bien avant, c'est-à-dire dès la conception avec le couple mère-enfant, et puis aussi pendant la grossesse, et l'importance aussi de l'alimentation pendant les 2 premières années. Alors, juste avant de nous quitter, en quelques minutes, je pense que c'est important pour nous en tant que pharmaciens de voir un petit peu qu'est-ce qui est fait donc, au niveau de l'éducation thérapeutique et notamment les entretiens
les entretiens et de voir avec Dr Grillon qu'est-ce qui est fait au niveau de cette expérimentation en Champagne-Ardenne et en Bourgogne sur l'éducation thérapeutique du patient sédentaire ou insuffisamment actif. Donc on a 5-10 minutes. Merci. Alors l'objectif, effectivement, c'est de dire en quoi le pharmacien, dans sa pratique quotidienne, il est un contributeur important, un acteur très important de ce projet d'activité physique, ce parcours éducatif dont on parlait. Là, je remercie Pierre Crête, donc, le président de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens de Champagne-Ardenne, maintenant Grand Est, qui est trésorier maintenant Grand Est. Et en sachant que l'expérimentation en Champagne-Ardenne, le président de l'URPS Grand Est fait partie effectivement du comité de pilotage. Donc l'objectif, c'est de se dire qu'il y a une complémentarité avec le médecin, ça a déjà été dit plusieurs fois. Il peut être vu sans rendez-vous. Et je vais aller tout de suite. Le dossier pharmaceutique peut être un outil intéressant. Les interactions que les pharmaciens vous gérez avec le rouge, orange, etc., avec contact éventuellement avec le médecin pour changer la posologie ou changer la thérapeutique est très important également. Il connaît son territoire. Maintenant, en France, il existe la prescription d'activité physique inscrite dans la loi, avec une application au 1er mars 2017. Donc je pense que les pharmaciens, au travers de ces projets, vont pouvoir, avec une formation, être un acteur très important du parcours sport-santé. Alors je vais aller tout de suite sur le parcours pour vous le montrer, puisque ça, on l'a déjà vu. Ça, c'était important, c'est-à-dire... le parcours sport-santé, c'est une démarche sécurité-qualité, et on est dans le cadre de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on propose à une personne, à partir d'une analyse de ses besoins, de sa motivation, de sa réceptivité à la proposition d'éducation, des négociations des compétences à acquérir, à soutenir dans le temps, du choix des contenus, des méthodes pédagogiques, de l'évaluation des effets. En gros, on ne propose pas quelque chose au patient s'il n'a pas choisi lui-même d'aller dans telle activité physique. Donc c'est structuré selon le mode d'organisation des parcours de soins, diagnostic, mesure hygiéno-diététique et suivi, et coordonné par le médecin traitant. Alors, si je faisais un petit schéma très vite, il y a 4 étapes potentielles. 4 étapes potentielles, c'est-à-dire que la personne vient, il est prêt à pratiquer une activité, à partir du moment où le pharmacien est renseigné sur les clubs sportifs, les offres, les véloroutes, avec quelques recommandations, il peut proposer à la personne d'aller directement vers l'autonomie, directement, soit peut l'adresser dans un club de gymnastique, dans une structure où on fait des pilates, etc. Et avec une autorisation, un certificat du médecin en cas de réglementation qu'il demande. Soit c'est plus compliqué, la personne passe par l'étape 2, éducation thérapeutique du patient, où le pharmacien a bien sûr toute sa part, en liaison avec le médecin, puisque c'est le médecin qui va prescrire, la passerelle en activité physique adaptée et le club sport-santé. Et le pharmacien, en Champagne-Ardenne, a la connaissance de l'ensemble des offres qui existent sur le territoire où le médecin pourra adresser son patient. Alors, je vais vous donner tout de suite les résultats de l'expérimentation qui a été faite. Donc, c'est l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens Grand Est qui est porteur du projet, avec l'appui de l'Agence régionale de santé, de la Direction régionale jeunesse et sport cohésion sociale. Les réunions se sont faites avec le directeur de la santé publique. Et c'est un plan, une action qui fait partie du plan régional sport santé bien-être. Le réseau sport santé est partenaire, puisque grâce à son réseau des enseignants d'activité physique adaptée, il peut proposer des bilans à la demande des médecins ou des pharmaciens. Et lui, il fait un peu l'intermédiaire entre le médecin et le pharmacien, et c'est ce qui se passe avec ce projet dans lequel le réseau Carré Diable, qui est un réseau de diabète avec 18 000 patients, 400 pharmaciens adhérents, et le e-santé Champagne-Ardenne, qui permet de travailler sur le système d'information, qui est partagé entre l'ensemble des réseaux avec un dispositif qui s'appelle Ornicar. L'Association française des diabétiques, Fédération française des diabétiques maintenant de la Marne est présente, Sanofi finance une partie du projet, Sport Santé Conseil avec Vincent Alberti et la Société française Sport Santé. Alors l'objectif finalement, c'est d'évaluer la plus-value apportée par le pharmacien dans la coordination des soins et la communication entre les différents acteurs du parcours, et en particulier grâce aux soins apportés aux modalités d'échange entre le pharmacien et le médecin. Ça, on travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'on va tester sur plusieurs territoires pour faire en sorte que la meilleure modalité de partage de l'information entre le pharmacien et le médecin puisse fonctionner. Est-ce que c'est le téléphone? Il y aura un courrier, bien évidemment, le courrier a été fait, mais ce n'est pas un courrier qui est suffisant. Il faut qu'il y ait un mode de relationnel entre le pharmacien et le médecin pour que ça puisse bien fonctionner. Bon, bien sûr, augmenter le niveau d'activité physique, améliorer la qualité de vie et l'observance,
c'est l'objet de qu'est-ce qu'on va trouver avec les entretiens pharmaceutiques, puisque l'objet c'était également de le faire dans le cadre de 3 entretiens pharmaceutiques. Promouvoir et évaluer le rôle de gestionnaire de cas, alors on peut appeler disease manager, mais là j'utilise plutôt le mot gestionnaire de cas, porté par l'éducateur médico-sportif, qui maintenant s'appelle enseignant en activité physique adaptée, qui est formé à l'université pour prendre en charge un patient à la demande d'un professionnel de santé, pour lui proposer un programme dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Cette personne-là est formée à l'éducation thérapeutique et il est organisé sur le territoire à partir du réseau Sport Santé. Donc 3 entretiens pharmaceutiques qui sont menés dans le cadre de la prescription de l'activité physique chez les patients porteurs de diabète. C'est-à-dire l'inclusion se fait au départ sur un premier entretien pharmaceutique où le pharmacien propose au patient d'être intégré dans l'étude. Il y a des documents qui sont donnés sur évaluation du niveau d'activité physique, du niveau de la motivation, un lien avec l'éducateur médico-sportif et un lien avec le médecin. Donc la formation en éducation thérapeutique des pharmaciens sur ce projet d'activité physique adaptée a lieu au mois de mars présent. Il y a 200 patients qui vont être inclus dans cette étude et on aura le résultat de l'étude, je pense prochainement. En Bourgogne-Franche-Comté, on a rencontré donc l'URPS pharmacien également, avec le réseau Sport Santé. L'objet, c'est de travailler sur un outil qui permettra d'évaluer une grille d'analyse risque-bénéfice par rapport aux interactions médicamenteuses. C'est-à-dire se dire en quoi l'analyse risque-bénéfice est importante par rapport aux médicaments. On sait très bien que les antivitamines K présentent une dangerosité très importante par rapport au risque traumatique. Donc il y a une adaptation, bien sûr, à proposer par rapport à ce lien entre eux. Donc, en lien avec l'URPS pharmacien et 2 étudiants thésardes de l'université de Bourgogne de pharmacie, se travaille sur la bibliographie, bien évidemment, et la mise en place d'un outil d'analyse du risque-bénéfice sur le volet interaction avec le médicament, activité physique, alimentation. Donc voilà, j'ai été très très vite. Merci, docteur Grillon. Et puis alors, beaucoup de succès pour vos expérimentations en Champagne-Ardenne et en Franche-Comté, en Bourgogne. Et je voulais savoir si vous aviez des questions à poser par rapport... Oui. Alors, je vais commencer par Madame Aïcha Zeri. Sinon, Ça va, merci. Merci, mon ami Selma. Je voudrais d'abord remercier les 2 professeurs qui sont mes amis, Madame professeur Amina Barakat et professeur Zaham Ouane. Ma question, c'est plutôt une constatation que j'avais faite à travers une campagne de dépistage du diabète. Et on avait également demandé aux pharmaciens qui ont fait ça sur place au niveau de l'officine, de demander également de prendre le poids. Et nous avons remarqué que pratiquement dans les 40% étaient obèses. Et ce qui était curieux, même si la femme, quand on la pesait, on lui disait voilà, 80 kilos, c'est beaucoup, elle n'était pas du tout consciente. Elle disait non, je ne suis pas du tout obèse. Donc, marlée d'âge, quoi. C'est-à-dire que 85 kilos, elle estime que c'est pas beaucoup. Donc, il y a dans la culture chez nous, une femme, peut-être qu'elle va s'estimer obèse au-delà de 100 kilos, je pense. Donc, qu'en pensez-vous sur ce côté-là? Et puis, ma question, elle est plutôt pour Madame Amina Barakat, c'est que pensez-vous de, maintenant, il y a une notion de l'intestin, le 2e cerveau de l'organisme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et merci. Merci Aïcha pour d'abord tes remerciements tellement gentils et puis pour tes questions qui sont très pertinentes effectivement. Je commencerai par la première qui concerne ce fléau de l'obésité mais qui est malheureusement encore mal perçu par la population. C'est juste
Nous avons fait beaucoup d'études sur la femme en âge de procréer et nos chiffres ne diffèrent pas de ce que vous avez trouvé dans les pharmacies, c'est 35 à 40% entre surpoids et obésité. Et ce n'est pas vécu comme tel parce que, vous le savez très bien, dans notre culture, l'embonpoint est un signe de beauté. Il y a même certaines régions au Maroc, comme vous savez, et dans le sud également, qui font parfois une sorte de gavage pour les jeunes filles, pour les faire grossir. Et donc, il y a des perceptions sociales et sociétales sur lesquelles il faudrait agir. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce que disaient mes collègues également. Il ne s'agit pas de donner des consignes comme si on fait une ordonnance, mais de changer des pratiques, des attitudes, de comportements, des façons de voir et de penser. Ça demande beaucoup d'efforts et des actions telles que ce que vous faites, c'est extraordinaire. Et donc, je pense que nous devons tous nous mettre comme acteurs de santé main dans la main afin de pouvoir changer ces perceptions qui sont complètement erronées et qui impactent négativement, malheureusement, les santé de générations. Et lorsque le professeur Mouane parlait des 1000 jours, nous savons tous qu'une femme en surpoids ou obèse donne beaucoup de problèmes pendant la période périnatale d'abord, en matière de morbidité, d'accouchement difficile, etc. Mais son bébé risque d'être soit obèse, soit avec un retard de croissance intra-utérin et avec des morbidités ultérieures. Donc, c'est un problème. Il faudrait absolument qu'on agisse là-dessus. Intestin, cerveau, c'est une grande question, effectivement. Je vais juste la restreindre en quelques mots pour encore revenir aux 1000 jours et parler de cette flore, ce microbiote intestinal, finalement, qui, comme vous le savez, dirige notre vie future. Et vous le savez très bien, lorsque un enfant n'est pas nourri au sein de sa propre mère et n'a pas eu d'allaitement maternel, son microbiote n'est pas du tout physiologique. Et un microbiote, comme vous le savez, est le support de l'empreinte qu'on deviendrait sur le plan nutritionnel, mais également sur le plan génétique, immunitaire, épigénétique et tout ce que vous voulez. Et là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et peut-être que le professeur Mouane aurait des éléments à ajouter. Gastro-entérologue, pédiatre gastro-entérologue, je pense qu'elle va donner son avis là-dessus. Oui, effectivement, par rapport à cette donnée en ce qui concerne l'intestin ou le